merci d'être là. Nous allons aujourd'hui parler de l'art de la parole. L'art de la parole qui fait référence à la capacité de s'exprimer de manière éloquente, persuasive et captivante. J'imagine que vous aspirez tous à pouvoir vous exprimer en public, à pouvoir convaincre et tout. D'accord? Donc, l'art de la parole, cela englobe l'utilisation de la langue, des gestes, des pauses et du ton pour transmettre un message de manière efficace. Oui, parce qu'il y a toujours un message derrière qu'on veut bien transmettre. Alors, moi je suis Abdoulaye Ba, je suis le manager de l'Orange Fab, qui est basé ici à ODC. D'accord? Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Sekou Sako, qui en plus d'être un collègue, on va dire, est aussi une personnalité de ce pays. Alors, je ne vais pas en dire plus, mais plutôt laisser la parole à M. Sako de se présenter. Peut-être il nous dira les nombreuses casquettes qu'il porte, mais une chose est certaine, je l'espère, il suscitera l'émulation parmi vous. Donc, je vais de ce pas laisser la parole à M. Sako, voilà, qui va se présenter. M. Sako, la parole est à vous. Voilà. Excusez-moi, au passage, nous sommes au mois de mars, donc nous rendons hommage à toutes les femmes qui sont dans cette salle. Vous pouvez vous applaudir. Hein? Alors, M. Sako. Ok, bonjour à toutes les dames. C'est votre mois, c'est le mois de mars, mois qui exprime le droit des femmes à être considérées comme le baromètre de la société. Moi aussi qui demande aux hommes de comprendre la souffrance des femmes, de comprendre le combat des femmes et de s'associer aux femmes pour qu'ensemble on puisse construire un monde harmonieux où chaque genre est respecté. Bonjour à tout le monde, je suis Sekou Sako, je suis cadre RH, recrutement mis à disposition, intérim. Je suis communicant senior, je suis relationniste public aussi, et tant d'autres casquettes, tant d'autres responsabilités que j'ai portées au cours de ma carrière. Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté de répondre à l'invitation de ODC pour venir faire ce talk-là, et surtout avec vous les élèves qui n'échapperont jamais à la communication en public. Quand on étudie, forcément on aspire, on souhaite avoir un boulot. Pour ce boulot-là, il faut passer forcément un test, ce qu'on appelle le test de recrutement, qui est verbal, qui est un entretien d'embauche, qui est verbal. Non, tu as une déclaration à faire, c'est verbal. Tu as une communication à tenir pour que les gens puissent t'écouter et faire ce que toi tu souhaites qu'ils fassent pour toi. Ça aussi, c'est la communication verbale. Pour réussir cet aspect, cette mission, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de mises en scène qu'il faut mettre en amont avant d'atteindre cet objectif. J'espère que pour les échanges, on rentrera dans les éléments qu'il faut pour qu'une communication soit appelée une communication impactante. Parce qu'on ne vient pas parler aux gens pour les parler, on vient de parler pour qu'ils fassent ce que nous souhaitons qu'ils fassent pour nous. Merci M. Sako. Maintenant que la présentation est faite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, le thème, vous le voyez, du silence au micro, comment gravir les étapes pour s'exprimer avec impact et inspirer. Alors, le format c'est juste 1 heure. On va poser des questions à notre invité, il va répondre. Vous allez être très attentifs, vous aussi. Après, à la fin, après son mot de fin, à la fin. Si vous avez des questions, vous allez les poser à l'invité. Vous pourrez aussi peut-être échanger les coordonnées. Il est là, il faudra en profiter. Ça peut être un mentor
il aura une oreille attentive. Il ne faudrait pas hésiter, il ne faut pas être crispé. Ici à Orange, nous on est ouvert. La preuve, on peut même se tutoyer. Pas parce que c'est monsieur Ba, c'est monsieur Sako. Si on casse les barrières. Moi, je vais te dire tu vas me dire tu, ça ne dérange pas. D'accord? Alors, du silence au micro, comment gravir les étapes pour s'exprimer avec impact et inspirer? Alors, monsieur Sako, la première question, c'est comment définiriez-vous l'impact lorsqu'on parle en public et quel rôle joue la préparation dans la capacité à inspirer un auditoire? Ok. En fait, d'abord, la prise de parole en public, ou face à un public elle-même d'abord, c'est un mécanisme de communication ayant pour objet de mener le public, l'auditoire, vers un objectif qu'on se fixe en amont. Cet objectif est très simple. J'ai décidé d'être leader politique. J'ai décidé d'être leader d'opinion. Je suis la présidente de l'association des jeunes filles de mon quartier. Je suis le président du football club de mon quartier. Il faut que tu aies un discours qui permet aux gens de te suivre, de t'obéir et de faire ce que tu veux. Ça ne passe pas par le fouet. Ça passe par une communication impactante. Pour atteindre cette mission, vous avez 3 pages qu'il faut mettre en action. La communication, il y a 3 étapes indispensables. D'accord. Il y a d'abord ce qu'il faut faire avant ta prise de parole en public. Ça, c'est l'arrière-vidéo. Il y a ce qu'il faut faire pendant que tu es en train de communiquer devant les gens. Et il y a ce qu'il faut faire tout le temps. Parce que quand tu atteins le sommet avec 100% d'effort, pour te maintenir au chemin, il te faut 600% d'effort. Parce que le concurrent arrive, le monde évolue, il faut te réajuster et être à la hauteur tous les jours de l'attente de ton public. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont se disperser. Ce que tu as dit avant-hier, tu dis ça aujourd'hui, demain tu dis ça, après le quand tu appelles les gens, qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est le même discours. Il faut pouvoir émuler les gens, il faut pouvoir stimuler les gens. Donc, la préparation à ce niveau joue le rôle capital. Comme toute chose, il faut une préparation. Il faut une bonne préparation pointue. Tout orateur, tout leader qui néglige la préparation se prépare aussi à être oublié. Tout le monde parle tous les jours, mais pour parler et impacter les gens, il faut te préparer. Ok, donc vous avez bien compris, la préparation elle est fondamentale en toute chose. À chaque fois que vous voulez entamer quelque chose, il faut de la préparation. Le pilotage à vue, vous vous cassez la figure, à moins que vous soyez un expert. Alors, ce qui m'amène à la deuxième question. Selon vous, M. Sako, quels sont les principaux obstacles qui empêchent les gens aujourd'hui de s'exprimer avec confiance? Et comment peut-on les surmonter? Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'ont pas cette confiance-là, qui dès qu'elles commencent, elles se voient bloquées. Alors, comment est-ce qu'on peut franchir ces obstacles? C'est vrai, la prise de parole en public a toujours été une peur de l'être humain. C'est la deuxième peur au monde après celle de mourir. Prendre la parole en public, c'est une corvée. C'est une charge que tout le monde ne peut pas supporter si tu n'es pas préparé. Encore une fois, la préparation. Pour faire un petit bond en arrière, avant de parler des obstacles, cette préparation-là, quand vous avez une communication à faire, vous devez d'abord, premièrement, identifier votre sujet. Ça, c'est la première chose, identifier votre sujet. De quoi vais-je parler? On me dit, je dois venir sur un terrain de football. Qu'est-ce que je peux dire aux joueurs? Je dois rencontrer les élèves. Qu'est-ce que je peux vous dire, vous?
Je dois rencontrer les médecins. Qu'est-ce que je peux leur dire? Il faut identifier ton sujet. Après l'identification du sujet, il faut réfléchir sur son sujet. Cette phase de réflexion-là, c'est ta capacité intéressée toi-même. Qu'est-ce que je connais de ce sujet-là? Là, tu ne fais recours à aucun document. Tu ne fais recours à aucun livre, à aucune vidéo. Tu réfléchis toi-même sur le sujet. Ensuite, tu confrontes ta réflexion maintenant à ton cercle, à ton entourage. Voici, j'ai tel sujet, comme ce que nous avons là, le thème que nous avons là. On dit du silence au micro. Comment gravir les étapes pour parler et impacter. Parce que l'objectif de réfléchir, c'est d'impacter. Donc, tu confrontes ton idée à ton entourage. Chacun va apporter quelque chose pour enrichir ta réflexion. Après l'étape là, tu relis la documentation. Ce qu'on appelle la connaissance livresque. Tu regardes les vidéos qu'on a fait sur le thème, tu regardes les livres qu'on a écrits, tu écoutes des conférences qu'on a tenues sur le thème. Comme le thème sur lequel nous sommes en train de parler. Quand vous parlez de la prise de parole en public, il y a des milliers de vidéos tous les jours dessus et chacun essaie d'aborder le sujet, le problème, sous un angle qui est spécifique. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'ici. Donc, ces documentations-là, vous les regardez, vous les regroupez autour de vous. À ce moment-là, vous ne faites pas de tri. Amenez tout. Quelle est l'étape qui suit? Vous procédez maintenant à la sélection. Est-ce que ça c'est utile? Est-ce que ça c'est pertinent? Est-ce que ça c'est nécessaire? Est-ce que ça c'est obligatoire? Ça c'est la phase de sélection. Toujours en amont de la préparation. Ça c'est un solo. Après cette phase de sélection, vous procédez à quoi? À la hiérarchisation. Prioritaire, importance, moins prioritaire, nécessaire, pas nécessaire, inutile. Là, vous hiérarchisez. C'est comme une administration. Il y avait le directeur général adjoint, les directeurs, les chefs de division, chefs de service, etc. L'idée, l'information, la connaissance, c'est comme ça aussi que ça doit se stratifier. Jusqu'ici, c'est bon. Après cette phase de hiérarchisation, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous procédez maintenant à la rédaction du contenu que vous avez sélectionné. Créer une mouture autour du thème. L'intro, voilà ce que je compte dire. Dans la structure, voilà ce que je compte dire et voilà comment je compte conclure mon intervention. C'est comme ça que je vais procéder. Ceci étant, qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous procédez à la répétition de votre discours. Là, vous répétez votre discours à haute voix. Et heureusement, dans le monde d'aujourd'hui, on a une chance, on a le téléphone qui a le dictaphone. L'enregistreur vocal. Vous vous enregistrez à haute voix. Vous réécoutez. Parce que quand vous parlez, la voix que vous entendez et quand vous écoutez, ce n'est pas la même voix que vous entendez. Vous ne vous trouvez pas souvent bizarre quand vous écoutez votre voix. Vous avez même l'impression que c'est la voix d'un frère à vous, mais d'une sœur à vous. Vraiment que vous trouvez bizarre. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, la voix quitte de l'intérieur vers l'oreille. Mais quand vous écoutez, ça vient de l'extérieur vers l'oreille. Ça n'a pas les mêmes effets. Donc c'est en écoutant que vous avez la capacité de dire non, la personne n'a pas été bien prononcée. Ça c'est trop lourd, je vais enlever ça. Donc vous réajustez votre discours en fonction du public, de l'auditoire et de l'endroit où vous allez communiquer. Cette phase-là vous permet de répéter, de maîtriser. C'est ce qui fait en sorte que quand vous êtes dans la phase de restitution, ce qui sera la deuxième étape, au moment où vous prenez la parole, les gens ont l'impression que ce que tu dis, ça coule de flot. Ils ne savent pas que derrière, il y a eu tout un arsenal d'activités qui a été mené. C'est comme la bonne sauce qu'on sert au Ramadan, on ne va pas parler de la sauce ici. C'est comme la bonne sauce qu'on sert à la table. Ok? Elle est bien faite pour manger. Mais, pour que la sauce là soit telle que vous l'avez reçue sur la table, il y a eu beaucoup d'étapes.
l'achat des condiments, le nettoyage, faire bouillir, ajouter un peu de sel, etc. Bon, ça, franchement, je vais laisser ça comme ça. Parce que les camarades, c'est pas que. Faut pas leur mettre l'eau à la bouche. Voilà. On ne va pas vous faire pavlover. Donc, cette répétition-là, c'est ce qui va vous aider à maîtriser tous les paramètres de votre discours. Ça, c'est dans la phase de préparation. Pour revenir sur le sujet de M. Ba, concernant les obstacles à la prise de parole en public, nous, jeunes Africains, nous, on a beaucoup d'obstacles, beaucoup de discriminations qui nous empêchent de prendre la parole en public. On va citer juste 4 pour faire ça. Premièrement, la première discrimination dont nous sommes victimes, c'est quoi? C'est la discrimination sociale. La plupart des sociétés africaines est hiérarchisée, est stratifiée. Donc, quand on a constitué nos sociétés, les besoins ont créé des métiers. On avait besoin de forgerons, on a confié la forge à un groupe de personnes. Ok? On avait besoin de tisserands, on a confié ce métier-là à un groupe de personnes. On avait besoin de guerriers, on a sélectionné les plus braves, on a constitué l'armée. On a confié le pouvoir à une classe, à une maison. C'est vous qui allez le gérer sur le plan pouvoir. Et on a pensé à la mémoire collective. On se dit, notre classe sur la terre, nos vécus, nos dits, nos écrits, bon, on n'avait pas d'écriture, on avait fait la parole. À qui on va confier cela? Donc il y a une catégorie qui a été sélectionnée, auquel on a confié la parole, et tout le reste du public a été sévré de la parole. Voici la première discrimination sociale dont on est victime. C'est pourquoi la société d'hier, quand un noble parle, il parle à basse voix. Celui auquel la société a légué la parole, les griots, chez les Malais qu'on appelle Djili, c'est les Pèles qu'on appelle les Makara, c'est les Guerzés qu'on appelle les Balmou, c'est les Kissiens qu'on appelle Djelila. C'est lui qui parle à haute voix. Il reprend à haute voix ce que le noble a dit à voix basse. Je me rappelle de mon père qui disait qu'il avait mal à comprendre que la voix d'un homme puisse dépasser ses oreilles. Parce que de tout le temps, depuis l'âge de 3 ans, il avait son griot. Jusqu'à son décès, son griot était là. Il murmure, lui prend la relève. Il murmure, lui prend la voix. C'est comme ça que lui a construit la société. Donc ça c'est la première discrimination, le premier obstacle. Deuxièmement, c'est notre système éducatif. Le système éducatif tel qu'on a aujourd'hui, c'est le de la colonisation. Tout à fait. Et la colonisation, au moment où il s'est déployé ici, au temps de Jules Ferry, vous vous souvenez, on a fermé tout ce qui est l'enseignement oral en Europe, on a remplacé par l'enseignement écrit. La partie philosophie, on l'a carrément mis en place, il faut écrire. Donc chez nous, en dehors de quelques petites périodes où on donne des exposés lapidaires aux élèves, il n'y a aucune occasion qui est donnée aux élèves de prendre la parole, s'exprimer. Surtout nous, le monde francophone. Donc notre système d'évaluation à l'école, c'est toujours l'écrit. Les sujets qu'on met au tableau, tu écris, tu rends et c'est fini. Le système éducatif aussi est un facteur bloquant de la prise de parole en public, puisque l'exercice là n'est pas donné. Si je demande à ceux qui sont là comme ça, aux élèves qui sont là, je dis 1 plus 1 égale à 2. 3 plus 3, ça donne, madame 6. Pourquoi vous le dites? Parce qu'on vous l'a enseigné. On vous l'a enseigné, vous l'avez maîtrisé, vous l'avez caché dans une partie de votre cerveau. Dès que je demande, vous faites recours au cerveau, vous sortez le résultat, vous déposez. Mais quand est-ce qu'on vous a enseigné à prendre la parole en public? Non. Alors que vous ne pouvez pas passer à un examen, à un entretien d'embauche sans prendre la parole. Pourtant, on ne vous l'a pas enseigné. Voici le deuxième obstacle qu'on peut citer. Le troisième obstacle qu'on peut ajouter aussi, c'est la misogynie discriminatoire. C'est quand on dit à la femme, à la jeune fille de se taire. Il y a toujours un adage de chez nous qui dit que la plus belle parure d'une femme, c'est son silence. On a interdit aux femmes de se taire, alors que c'est la femme qui éduque l'enfant. C'est
la femme qui concerne le comportement social. Mais elle, on la demande de se taire. On lui instruit de ne pas prendre la parole. Parce qu'elle est fille, elle ne doit pas parler. Quand on fait une réunion sous le vestibule ou sous le grand table du village, on dit aux femmes, allez à la cuisine. Ça, c'est un obstacle parce que ça empêche la gente féminine à s'exprimer. Et c'est les femmes qui portent le baromètre de la société. Et ça, c'est pas nos dames d'aujourd'hui. Voilà. À cela, pour finir, tu as aussi la discrimination familiale. Tu rentres du boulot fatigué, madame rentre du boulot fatigué, votre petit vient, il veut parler. Non, 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 s'il te plaît. Quand la femme veut parler, non, 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 non. Ou bien quand la femme veut parler, il vient, il dit, ah, papa, tu sais ce qui t'a dit, on ne parle pas quand on ne demande pas. Tu commences à mentir maintenant, qui t'a demandé? Donc le fait qu'on fait taire les enfants, ils se disent, bon, je ne parlerai pas parce que maintenant je parle. Maintenant, la société étant renversée maintenant par la modernité, le système éducatif, le monde a changé. Chacun est obligé aujourd'hui de se défendre pour exister. Si moi je dis aujourd'hui ce que je dois venir vous dire, si je dois le dire à basse voix pour que mon griot le dise à haute voix, les gens vont dire, madame, lui il est de quel siècle? Chacun est obligé aujourd'hui de s'exprimer. Donc pour s'exprimer, il faut se mettre à l'œuvre. Donc pour les citer que ces obstacles-là et pour les surmonter maintenant, c'est d'abord de prendre conscience de la nécessité impérieuse de maîtriser la communication en public. En se préparant. La jeune femme que tu épouses, que tu amènes à la maison, qui prépare aujourd'hui, très bien, elle a essayé beaucoup de fois à la maison, on n'a pas mangé. Au fur et à mesure, d'abord ça commence par des petites boîtes avec de sable dedans, après des feuilles, etc. On prépare comme ça. Le chauffeur de taxi qui conduit aujourd'hui avec un Prius a eu son premier matin. C'est en s'exerçant, en prenant conscience que c'est indispensable. Si l'on souhaite bien sûr être leader, une personne écoutée, charismatique et impactante, il est indispensable de se mettre à l'œuvre. Parce que ces obstacles-là vont toujours exister. C'est à nous de les surmonter par nos actions de tous les jours pour y parvenir. Et aujourd'hui, on a encore une fois de plus la chance d'avoir des téléphones qui nous permettent aujourd'hui de faire des filmages. Tu peux lire n'importe quel texte comme ça. Tu allumes ton téléphone, tu mets devant toi, tu reprends le même texte. Tu t'exerces, tu t'écoutes, tu t'exerces, tu t'écoutes. Je pense que ça sera plus rentable que de faire des pas de danse sur TikTok, ce sont des musiques des gens qui ne connaissent pas. Voilà un peu les éléments qu'il faut arriver. Aujourd'hui, il faut tout faire pour se mettre à l'œuvre. S'exercer tous les jours. Nous, toi et moi qui parlons comme ça, le premier jour on a vu devant les gens prendre la parole. Si on se souvient de ce jour-là, si on explique ça à ceux qui sont là comme ça, ils vont se mettre à terre pour lui. On a tremblé, on a eu des bouches sèches, on a eu des yeux rouges. On avait envie de rentrer sous le sol. Mais on a regardé les yeux, on a affronté, on a plaqué la voix derrière le corps et on a foncé. Vous l'aurez compris, préparation, entraînement, audace, il faut oser, il faut vraiment oser affronter les gens. Et ça nécessite la préparation, comme il l'a dit. Et un perpétuel, je veux dire, recommencement. C'est pas, on a une experte en communication dans la salle, c'est pas elle qui va me contredire. Alors, qui dit convaincre, dit forcément convaincre quelqu'un. Et donc, il y a la partie écoute. Parce que vous parlez à quelqu'un et cette personne doit pouvoir vous écouter. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Donc, dans une conversation, dans n'importe quel échange d'ailleurs, l'écoute est très importante. Alors, comment apprendre à écouter et je disais à écouter activement avant de prendre la parole. Et pourquoi cela peut-il renforcer la force de nos messages? Parce que j'imagine qu'il faut bien écouter pour pouvoir restituer. Donc l'écoute aussi également sa place
dans le thème qu'on est en train de débattre, sur lequel nous sommes en train de débattre aujourd'hui. L'écoute, c'est l'engrais qui fertilise la prise de parole. Ne peut pas parler celui qui ne peut pas écouter. Tout à fait. Et pour pouvoir écouter, il faut freiner son élan de vouloir répondre. Parce que la plupart des temps, on écoute quelqu'un juste le temps pour lui de finir pour que nous puisse revenir à la charge. Ça, c'est l'écoute passive. Il faut écouter quelqu'un avec attention, sans préjugés, pour le laisser aller jusqu'au bout de ce qu'il veut exprimer. Tu as deux avantages. Soit tu mesures l'ampleur de son intelligence, ou tu constates la gravité de son ignorance. Mais dès le moment où tu commences à le faire taire, tu le coupes, non seulement il ne va pas se taire, parce que lui aussi rentre carrément en guerre. Non, c'est moi qui passe, non, il faut. Vous allez perdre beaucoup plus de temps qu'en l'écoutant. Parce qu'une personne écoutée parle moins qu'une personne auquel on a coupé la parole. On est d'accord? Donc, l'écoute attentive reste et demeure le dénominateur de toute communication. Il faut que je vous écoute pour comprendre ce que vous voulez. Avoir la patience. Comment cette patience, aujourd'hui, est devenue une denrée rare. Parce que tout le monde tient à s'exprimer, tout le monde tient à dire son mot. Notre capacité d'écoute a tellement baissé aujourd'hui que même ceux qui ne sont pas des griots, chacun peut communiquer. Nous réussirons à impacter la société que ceux qui vont développer cette capacité d'écoute et avant de répondre de façon rationnelle et sans jugement. N'écoute pas ma manière dont je m'exprime, vise le contenu de ce que je dis et tire ton essentiel dans ça pour répondre à ma position, pour répliquer vis-à-vis de ma position. Mais dès le moment où l'écoute la baisse chez moi ou sur mon interlocuteur, celui qui a moins de capacité d'écoute perd toujours la conversation. Parce qu'il va glisser sur une peau de banane, il ne peut pas s'en sortir parce qu'il n'a pas laissé l'autre aller jusqu'où il veut partir. Et bizarrement, tu entends souvent aussi des gens dire non, je sais ce que tu veux dire. Attention, tu sais ce qu'il veut dire. C'est extrêmement grave et il faut l'éviter. Non, moi je sais ce que toi tu veux dire. Non, ce que tu veux. Non, si tu sais ce que tu veux dire, alors tu n'as rien à faire, alors tu écoutes. Je te vois venir. Au moins pour te rassurer que effectivement, ce que tu as deviné et ce que la personne a dit, c'est la même chose. Tu vas te dire non, là je suis devenu maintenant un magicien parce que c'est ce que j'avais imaginé. Donc la capacité de l'écoute, comme tu l'as demandé, est un arme qu'il faut aiguiser, développer, maintenir. Parce qu'on est tout le temps tenté de couper la parole. Quand cette pulsion-là vous arrive, vous les élèves, prenez, disons-vous, acceptez d'écouter. Au bout de cette écoute-là, il y aura deux victoires de votre. Donc, comme on le dit, s'il ne te comprend pas, ou s'il ne te pas la peine de l'écouter, tu comprendras pourquoi il ne te comprend pas. Alors, M. Sako, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui débute dans la prise de parole en public pour surmonter le stress et se sentir plus à l'aise devant un micro? Notre auditoire, j'imagine, il y en a qui seront appelés à le faire. J'imagine qu'il y a des débatteurs ici. Alors, quels sont les conseils que vous avez donnés à ces personnes qui débutent dans la prise de parole? Se préparer. Se préparer reste d'abord l'élément clé. Et ensuite, le deuxième aspect, après la préparation naturellement, c'est la phase de restitution. Ce qu'on appelle la posture du communicant. Là, tu es en face du public auquel tu, devant le public devant lequel tu vas t'exprimer. Il faut pouvoir mettre en place, mettre en œuvre l'effet de ta préparation. Que les gens sachent que tu maîtrises ce que tu dis. Parce que tu l'as déjà préparé. Quand vous écoutez les discours de ce que tu fais à son ancien président, il parle si bien que tu as l'impression que ce qu'il dit, c'est naturel.
Mais quand vous allez apprendre à décortiquer les discours, tu comprendras que derrière cette communication si fascinante, il y a une préparation qui a été tenue en amont. Le monsieur, il a son intro calé. Il a son développement, vous avez le développement, on appelle ça de discours, calé. Et il a son point de chute qu'on appelle la conclusion, calé dans sa tête. Mais c'est tellement qu'il suit, mais c'est tellement bien préparé qu'il découvre facilement. Vous prenez aujourd'hui l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, un grand orateur. De la rentrée dans la salle jusqu'à la sortie, tout ce qu'il fait, c'est préparé. Pas de fausse note. Mais tu ne peux pas le savoir si tu n'es pas capable de détecter la construction d'un discours. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il fait ça? Tu les vois souvent quand ils rentrent dans la scène, ils font comme ça à la main. Après, ils regardent quelqu'un là-bas, ils font comme ça à la main. Après, tu as l'impression que non. Tu vois, c'est moi, il salue là. Non, oui, c'est toi, il salue là, mais il ne te connaît pas. Ouais. Mais dans sa préparation, il a prévu de regarder à l'angle 40, balancer la main, l'angle face, balancer la main, et de l'autre côté, pointer quelqu'un du doigt et faire celui-ci comme ça. Toutes les personnes indexées dans la salle là seront scotchées au discours jusqu'à la fin. Et ça a de l'impact. Ça a de l'impact sur eux. Donc quand vous vous engagez à être vraiment des communicants impactants, faites en sorte que vous puissiez être préparé. Et le jour J, c'est le jour de la restitution, ça c'est le jour de l'examen de vos bacs ou de vos brevets. Comme c'est le lycée de bac. Le jour du bac, comme on le dit, ce n'est pas le jour où on prépare le bac. Le bac est préparé presque de l'ouverture de la classe jusqu'au jour J. C'est le jour J là maintenant que tu restitues ce que tu as acheté. Maintenant, quand tu es en face du public, maintenant, pour prendre la parole du public, la première chose qu'il faut faire quand vous êtes en face du public, c'est de se rassurer de son entourage. Ok, M. Sappo. Donc tout à l'heure, vous avez touché un pan du discours de la communication, qui est la communication non verbale. Vous avez cité l'exemple de Barack Obama qui fait des gestes. On voit ses présidents le faire, on voit Trump. C'est de la communication non verbale. Il s'adresse à vous sans vraiment s'exprimer. Alors, dites-nous, dans quelle mesure la maîtrise de la communication non verbale, c'est-à-dire les gestes, le regard, la posture, influe-t-elle sur l'impact de l'orateur? La gestuelle, la communication non verbale reste l'écorce, l'enveloppe de la parole. La parole elle-même, elle marche nue, c'est la vérité. C'est l'habit qu'on met autour de la parole qui constitue la communication non verbale. Imagine dans ma communication, je dis tous et un à un. Est-ce que c'est la même chose? Ce que je dis et ce que je vous montre, c'est largement différent. Je fais tous comme ça, après je fais un à un. C'est incohérent. Si je dois faire la gestuelle, tous vont faire comme ça et un à un va faire comme ça. Donc quand tu communiques, tu dois pouvoir accompagner ta communication de la gestuelle qu'il faut. Si j'ai notre angle, je rentre dans cette salle, j'annonce un décès avec sourire, éclat de rire et de barras. Ah, les élèves, je suis vraiment avec beaucoup de chaleur et d'enthousiasme que je vous annonce le décès de votre professeur de mathématiques. Vous voyez l'impact de cela? Non seulement le décès peut vous choquer, mais la manière dont je parle va vous choquer plus que le décès même. Vous allez dire, mais est-ce que le monsieur a un cœur? Comment il peut parler d'un décès comme ça d'un être humain? La façon dont le message a été transmis impacte la compréhension et la réaction de l'auditoire. Tout à fait. Imaginez aussi, dans le même lancé, que je viens vous adresser une naissance avec les larmes aux yeux, en pleurant que la femme était à accoucher.
La naissance, c'est une joie. En quoi les larmes, à quoi avoir dans ça? On peut le bébé n'a pas survécu. Il va bien, on va pas le bébé. Mais pourquoi tu pleures pour la pourquoi? Il faut pouvoir harmoniser la communication à la gestion. Il faut pouvoir communiquer en accompagnant chaque mot du geste approprié, de la posture qu'il faut pour pouvoir impacter. Parce que ce sont des ingrédients, c'est l'enveloppe, c'est l'habit même de la communication. Merci. Je ne sais pas, il a dit quelque chose de très important en communication et dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, la posture. Est-ce que vous savez ce que c'est que la posture dans la communication? Monsieur Sako, est-ce que vous pouvez développer un peu sur la posture? Moi, j'avais du mal à comprendre ce que c'était que la posture un jour, jusqu'à ce que une de mes responsables me donne un exemple banal, peut-être que je vais partager avec vous tout à l'heure. C'est en ce moment que j'ai vraiment compris la posture. Est-ce que vous pouvez encore ressasser sur la posture pour que nos participants comprennent bien ce que c'est que la posture? Je suis persuadé, il y en a qui connaissent, mais il y en a qui ne savent pas ce que c'est que la posture. Sinon, la posture dans la communication, la posture dans la vie de tous les jours. La posture dans la communication reste la colonne vertébrale de la communication. Comment vous vous tenez devant le public? Comment vous apparaissez? Est-ce que depuis que je suis là, vous avez vu poser les pieds les uns sur les autres? Pourtant, j'ai la possibilité de le faire, mais je ne le fais pas. Est-ce que j'ai étendu mes jambes sur cette tablette-là? Non. Parce que, en me tenant devant vous, je vous dois avoir tout du respect et donner des exemples de bout en bout. Donc, la posture, c'est la manière dont tu te tiens devant les gens, la manière dont tu communiques ton message et la manière dont, surtout, que tu établis la communication entre toi et ceux qui te regardent ou qui t'écoutent. Par le regard, par la voix, le thème, le ton, l'intonation, le volume. Ces éléments-là constituent ce qu'on appelle des éléments prosodiques dans la communication. Il est indispensable d'avoir allure de leader quand vous exprimez devant les gens. Imaginez que moi je rentre dans la salle là, de façon nonchalante. Bonjour. Ah, madame là, bon, écoutez, la communication, je vais dire, attends, monsieur. Pas de changer, il n'y a pas d'intelligence. Et cela ne peut qu'impacter négativement votre compréhension, même si c'est que je dis la même chose, mais d'une autre façon, vous n'allez pas comprendre comme la manière dont vous êtes censé comprendre, par la manière dont je suis en train de l'exprimer. Donc, la posture, vous l'aurez compris, c'est la façon de faire. Donc, il peut venir avec plusieurs postures, il vient de façon nonchalante. La façon dont il le dit, vous allez le percevoir d'une façon ou d'une autre selon la manière dont il s'exprime. Donc, pour en revenir à l'exemple de la posture, pour que vous compreniez que je voulais partager avec vous, c'est lui le conférencier, vous demandez de l'argent à quelqu'un. D'accord? Vous me demandez de l'argent. Monsieur Ba, j'ai besoin de 20 000 francs. Je lance, je te donne les 20 000 francs. Monsieur Ba, j'ai besoin de 20 000 francs. Je prends les 20 000 francs. Vous avez vu la différence? La posture, c'est un peu ça. La façon comme il a dit, de véhiculer le fait. Je lance, là je prends, je lui donne, mais de façon calme. Est-ce que c'est avec la même manière que j'ai donné de l'argent? C'est un peu ça la posture. Et dans le discours aussi, comme il le disait tantôt, c'était ça. Et c'est très important, la façon d'aborder les gens dans la communication. D'accord. Alors, la question suivante, M. Sako. Quand on parle de communication, on parle de discours, on parle de structuration, on l'avait évoqué tout à l'heure. Alors, est-ce que la structure du discours joue un rôle crucial pour captiver un auditoire? Alors, quelles sont selon vous les étapes essentielles pour créer un discours percutant? La structure du discours, comme on l'a assez bien dit, ça c'est le moteur de la communication.
qu'est-ce que tu veux dire, comment tu veux le dire, pourquoi tu veux le dire, et pour quelle fin. Tu veux quoi? Moi, je viens vous trouver, je dis bon, bonjour à toutes et à tous. Vous savez, la dernière fois quand j'étais à Farana, j'étais dans un taxi de couleur bleue, et puis le taxi là était un peu fatigué. Arrivé à Marella, le taxi, bon, vous allez me dire, attends, tu veux, il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que j'aurais mis tellement d'ingrédients que le discours sera trop lourd. Vous allez demander, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quoi? Exactement. Donc la structure reste le moteur de la communication. Il faut structurer ce que tu veux dire. Pour cela, il faut d'abord identifier ton public. À qui je m'adresse? C'est le premier élément. À qui je m'adresse? Dès que tu connais ton public, tu sauras adapter ton discours à ton public. Et tu sauras structurer ta communication en fonction de l'audience que tu as en face. Ça, c'est un élément indispensable dans la communication. Alors, au niveau de la structure, pour impacter, tout commence par le début. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Très important. La première impression. La première impression. Cette première impression part d'abord de ton mode vestimentaire. Quand tu viens t'adresser à un ensemble de banquiers, toi tu viens avec un raclette de basket de tennis, l'épaule avec un jogging en un sport, alors que tu viens parler au banquier, les gens vont comprendre que tu n'es pas conscient de l'impact que cela a sur le public. Ça ne matche pas. Ça ne marche pas. Tu viens sur un terrain de football, tu vas parler aux élèves, aux joueurs qui doivent aller représenter ton pays, par exemple à l'étranger. Tu viens en veste, cravate, tu viens cirer, tu viens t'accoter. Tu veux parler aux joueurs. C'est incompatible. C'est pourquoi vous voyez souvent les chefs de l'État, quand ils reçoivent des joueurs, ils sont dans le même maillot de l'équipe que les joueurs. Donc, le premier élément qu'il faut mettre en compte d'abord, c'est la rentrée en matière. On a une seule bonne première occasion pour faire impression. Il n'y a pas une deuxième chance. La manière dont vous commencez, c'est ce qui va amener les gens à éteindre leur téléphone pour vous écouter, ou à commencer à aller sur TikTok, sur Facebook ou sur autre chose pendant que vous êtes en train de parler. Ce qu'il dit en parenthèse, c'est très important pour vous lorsque vous serez amené à aller décrocher votre premier emploi, votre premier stage. Très important, il faut le retenir. La première impression que vous ferez. Donc, au niveau de, quand vous entamez votre discours pour impacter, l'introduction compte énormément. Comment vous allez commencer? La première phrase, le premier mot, le premier choix, comment vous allez le faire? C'est très important. À ce titre, je vais donner des exemples. Quand vous voulez commencer à parler à l'interview, vous avez le choix de commencer soit par le lieu où vous vous exprimez, en partant du lieu où vous vous exprimez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec joie que je me retrouve à ODC Club de Orange, où les formations sont gratuitement ouvertes aux élèves, aux étudiants de la République, pour qu'ensemble nous puissions être au rendez-vous du monde numérique que nous souhaitons pour la Guinée et pour le reste de l'Afrique. Là, je suis parti du lieu. Là, je suis parti du lieu en embarquant le lieu, parce que c'est un lieu qui est symbolique. La formation que vous recevez, c'est gratuitement, à une époque de près de 300 millions de francs guinéens par semestre que nous investissons uniquement pour vos formations. Mais vous venez, vous partez. Derrière ça, il y a tout un investissement. C'est le courant, la climatisation, le paiement de bâtiments, les équipements que vous avez là, c'est des équipements d'armétrie. Donc, quand vous avez la chance de venir ici, mesurez la chance que vous avez par rapport à celles ou ceux qui, en ce moment, a un daba sur l'épaule et en train de partir au champ. Ou celle qui porte un bébé au dos, un autre dans le ventre, deux dans les bras, et qui va faire 5 km pour aller à la rivière avec un bidon de 20 litres sur la tête pour aller puiser de l'eau et revenir au village. Imaginez ce que je suis en train de vous expliquer. C'est la chance que vous avez aujourd'hui d'être à ODC. Donc, dans mon intro, je parle directement de ODC. Ça peut être la ville, ça peut être n'importe quel autre endroit.
Pour introduire vos discours aussi, vous pouvez partir aussi avec les personnalités. Les personnalités présentes dans la salle. Bonjour à tous, monsieur le maire. Votre présence ici me galvanise à plus d'un titre et ça montre une fois de plus l'importance de notre rencontre d'aujourd'hui. Le maire il est impliqué directement, tu parles du maire parce que c'est une personnalité. Le président il est là, Excellence monsieur le président de la République, tu parles avec le président. Excellence monsieur le premier ministre, tu parles avec le premier ministre. C'est pour que quand vous, les élèves, quand vous écoutez les gens en train de parler à la télé, n'écoutez pas avec une oreille distraite. Toute communication a un enseignement derrière. Écoutez les gens pour que vous compreniez pourquoi il a dit ça, pourquoi il n'a pas dit ça. C'est à partir des éléments que vous allez vous enrichir. Nous, quand nous étions jeunes, on écoutait tous les soirs à 22h la radio nationale. Parce qu'il y avait des correspondants de presse qui étaient dans toutes les préfectures de l'AGP. Donc, on écoutait les correspondants. Tel événement s'est passé à Kankan, tel événement s'est passé à Sigiri, tel s'est passé à Pita. Comment ils racontaient l'événement là? C'est ce qui nous permettait d'avoir les éléments de rédaction nous aussi. On écoute, on dit, bah, il a parlé de la rivière, il a parlé du flot, il a parlé de la route. Donc nous aussi, quand on veut s'exercer pour faire des rédactions, à ce moment, nous étions au collège, c'est à partir de ça qu'on s'exerce. C'est très important d'écouter les communications des gens. Ça, c'est un élément dans l'introduction qui peut vous aider. La personnalité. Vous avez aussi dans l'introduction des chiffres, des statistiques. Très important. Très important. 32% de la population, 52% de la population guinéenne sont constituées de femmes, dont la majorité, c'est-à-dire 12%, ne sont pas allées à l'école. Dès que tu donnes des statistiques, là, tout de suite, ça attire l'attention des gens, parce qu'on sait qu'il y a une source derrière. Tu diras, selon l'OMS, selon l'enquête du ministère de tel, selon les données de tel. On voit qu'il y a eu de la recherche derrière. On voit directement qu'il y a de la recherche derrière, on voit qu'il y a eu de sérieux dans la recherche. C'est des données, c'est des statistiques, on peut aller les vérifier. Tu peux introduire aussi ton discours aussi par l'histoire. Ça fascine les gens. En 1958, le 25 août 1958, le leader guinéen a dit, nous préférons la liberté à... Voilà. N'est-ce pas? Dès que tu l'as 1958, les gens savent dans l'histoire. Tu reprends maintenant ce que a été dit à ce moment-là. C'est très très important. Voici les différentes pistes d'introduction qui peuvent vous aider. Et ce sont des éléments souvent qu'on met en exercice lorsqu'on est dans le cadre de la formation des apprenants, souvent parce qu'on a le cabinet qui fait cela. On met tous ces éléments-là en exercice pour amener les gens à choisir les différents angles sur lesquels ils peuvent introduire. Dans la continuité aussi, vous avez des figures de style. Les figures de style, ça sont des colorations, comme la peinture de la communication. Bleu, blanc, jaune, vert, ce sont des figures de style là que tu mets les camps. C'est très important dans la communication. Alors, quand on est dans cette posture-là, j'allais dire, vous qui tenez un discours, qui communiquez, à un moment donné, vous voulez savoir est-ce que le message a eu de l'impact vis-à-vis de l'auditoire? C'est-à-dire, avant la fin, nous on a habitué à envoyer peut-être des liens pour faire des sondages, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, mais à l'instant T, comment est-ce que vous pouvez l'évaluer? Est-ce qu'il existe des signes ou des retours précis auxquels un conférencier peut prêter attention pour savoir si son discours ou son speech est vraiment impactant? Oui, il y a des signes parfois qui viennent de l'auditoire que tu as en face de toi. Aujourd'hui, le premier anniversaire de la communication d'un communicant ou d'un orateur, son premier anniversaire aujourd'hui, c'est le téléphone. Le téléphone et celui qui parle sont en concurrence. Ils se battent derrière quoi? Derrière l'attention des gens. L'écran de coûte que l'attention soit sur lui. Toi aussi qui t'exprimes, toi aussi tu veux que l'attention soit sur toi. Donc tu regardes, si la plupart des gens auxquels tu as parlé de ça, qui est en train de scroller son téléphone, tu comprendras que ton message
a perdu la bataille. Oui, ceux qui ne sont pas intéressés. Si par contre les gens ont le courage, parce qu'aujourd'hui relâcher le téléphone est devenu une épreuve, comme aller à la guerre. Quand tu veux aujourd'hui priver quelqu'un de tout dans le monde, là, tu ne l'entends plus. Hein. Tu dis, je t'ai interdit le téléphone pendant 10 jours. Tu connais des filles ici, là, quand tu interdis le téléphone pendant 10 jours, les 10 jours là, ils vont t'expliquer ce qui s'est passé à l'au-delà. Tellement que ça trouve la souffrance a dépassé tout le niveau. C'est comme si elle a quitté le monde des vivants. Le monde vivant. Et il y a des gens aujourd'hui, quand tu passes dans la côté de leur téléphone, alors que tu sursautes, tu as l'impression que le téléphone contient le code de la bombe atomique. Tellement que le téléphone est devenu précieux. Donc, voici un impact que tu regardes. Et au-delà de ça, implique les gens dans la communication par les questions de relance. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on retient? Les gens citent. Sur ce passage, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les gens s'impliquent. Donc, à la lumière de ce qui a été dit, est-ce que vous pensez que telle conclusion est appropriée, oui ou non? Levez la main. Ça attire toujours l'attention sur ce que tu es en train de dire. Mais cela dépend de la qualité même de celui qui prend la parole. Parce que généralement chez nous, le monde francophone, ce que nous connaissons, tu rentres, tu es au public, bonjour, sur les gens, et puis c'est terminé. Sans même prendre le soin, donc au moins de savoir si les gens sont prêts à t'écouter ou pas. Donc voilà comment on mesure en cours de communication directement si ce que l'on dit a un impact ou pas. Et pour faire sujet directement, si nous observons ce qui se passe autour de nous, nous pensons que ceux qui sont là sont très engagés parce que la plupart sont en train de noter quelques idées, soit pour préparer des questions ou pour se remémorer des passages, en plus de ce qui eux sont en train de faire l'enregistrement vocal de ce que nous sommes en train de dire. Donc nous sommes bientôt à la fin. Alors, Monsieur Sako, nous sommes à ODC, l'encre du digital en Guinée. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, comment adapter une prise de parole en public pour qu'elle conserve son impact? Nous sommes dans un monde aujourd'hui de vitesse et d'info-obésité. Il y a l'information partout. On ne sait plus comment trier. Pour adapter la communication aujourd'hui à ce monde numérique, il faut faire une communication pointue. Une communication très brève, mais qui contient l'essentiel du message. Aujourd'hui, la plupart des posts qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est 2 phrases, 3 phrases à la rigueur. Mais tu mets un long texte, on regarde le début, on passe. Les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps de lire tout, ou presque tout. Donc celui qui veut adapter sa communication au monde numérique doit parler de façon succincte. Et pour parler de façon succincte, il faut préparer large, faire la sélection, comme on l'a dit, hiérarchiser, aller de prioritaire à l'important, en passant par l'indispensable et négliger ce qui n'est pas nécessaire, pour dire en peu de mots, en peu de temps, l'essentiel de ce que l'on veut passer comme communication. Sinon, la plupart des discours resteront dans le tiroir, personne ne va y personne ne va y. Alors, ODC aujourd'hui s'engage à faire de la jeunesse guinéenne les porteurs d'un projet d'avenir et de connaissances pointues dans le domaine du numérique. C'est pourquoi ici, aucune barrière n'a été créée entre les différentes options qui peuvent accéder à nos locaux. C'est permettre à tout le monde, quelle que soit l'option que tu fais à l'école, de pouvoir s'initier, de créer et d'innover dans le domaine technologique, dans le domaine numérique. Donc l'adoption du discours, la mesure et surtout tenir compte de l'urgence, des besoins et de la faiblesse de l'écoute, la patience. La capacité d'écoute de l'être humain a tellement baissé qu'il ne faut plus aller au discours de Fidel Castro, 5 heures. Il faut aller au discours de Donald Trump, début. C'est pourquoi la plupart des publications, quand moi je le fais, c'est 2 mots. Ce soit surprise, maintenant, action, agissez, travaillez.
C'est comme ça que j'envoie le message. Et dès que tu vois, chers amis, je viens par la présente solliciter votre accord pour là où les gens vont passer. On n'a plus d'accident. Aujourd'hui, prenez sur même vos demandes de stage. Faites en sorte que la demande ne soit pas kilométrique. Écrivez simplement votre demande de la manière la plus simple et sollicitez ce que vous voulez. Je sollicite un stage à Orange, à la direction des ressources humaines. Je sollicite un stage à la direction formation. C'est plus précis que de dire que je suis venu solliciter votre office personnalité comme on avait l'habitude de le dire dans le monde entier. Ça, c'est le problème. Voilà encore ce que je peux apporter par rapport à l'explication, à la question que vous avez posée. Monsieur Sako, donc, on va s'adresser maintenant au public. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'ils ont des questions à vous poser, si vous avez d'abord le mot de fin ou le mot de fin après. Donc, ce que je veux dire, avant de passer la question pour la parole pour les questions, la prise de parole en public, ça ne concerne pas tout le monde. Ceux qui veulent rester derrière les autres ne sont pas concernés. Ceux qui veulent qu'on décide à leur place et ils vont accepter comme ça, eux aussi ne sont pas concernés. Ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à dire, ce qu'on a dit pour eux là, ça suffit, eux aussi ne sont pas concernés. Mais en revanche, ceux qui pensent réellement que ce qui est devenu Mme Dakar Sidibé, ministre aujourd'hui, Mme Rose Bola, ministre aujourd'hui, Mme Fatima, ministre aujourd'hui, et tant d'autres femmes ministres ici, parce que ce côté-là, je l'adresse surtout à la gente féminine, aux filles qui sont là, elles doivent s'approprier maintenant pour se dire, un jour, je ferai mieux que celle-ci. Pour cela, trouvez toujours la photo des personnes qui vous inspirent, vous mettez dans votre chambre. Les personnalités qui vous inspirent, si vous êtes vraiment fan de quelqu'un, c'est une personnalité charismatique et responsable, mettez sa photo dans votre chambre. Tous les matins, regardez sa photo. Dites, je ferai mieux que toi. En haut, te voir dans votre chambre, tous ceux, je ferai mieux que toi. Je ferai mieux que, par exemple, la première dame. Je ferai mieux que Mme Dakar. Je ferai mieux que Rose. Je ferai mieux que telle. Les personnalités, c'est surtout le conseil, c'est pour les filles. Aux hommes qui sont présents, qui savent aussi, qui sont présents ou qui nous regardent, qui savent aussi qu'ils ont un mot à dire, qu'ils ont un rôle à jouer dans leur société. Qu'ils ne sont pas là pour exister, mais c'est pour vivre. Vivre, c'est impacter. Vivre, c'est impacter. Ils doivent créer leur modèle. Dire, un jour, je serai ministre, je ferai mieux comme tel ministre. C'est très important. Quand nous, je prends l'exemple sur moi, quand j'étais dans la phase au collège et au lycée, dans ma chambre que j'occupais, tu n'avais que la photo des différents présidents à l'époque. C'était de Bill Clinton, c'était François Mitterrand, après que je remplacé par Jacques Chirac, c'était Dassimbe Nadema, c'était la photo d'Okoye, c'était la photo de Sékou Touré, c'était la photo de Senghor, etc. C'était qui était dans ma chambre. Donc tous les matins, quand je me levais, j'avais l'impression que ces gens-là ont passé la vie à me regarder. Ça, c'est les présidents qui me regardent. Pourquoi ils me regardent? C'est parce que c'est moi qui vais m'adresser à eux. Et quand on a s'adressé au président, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les soins pour pouvoir dire les bons mots au bon moment et de la meilleure manière possible. Voilà comment moi je crée en moi cet élan politique et qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Viser la lune sur la thème des étoiles. Donc, et des modèles. Ne suivez pas de n'importe qui sur les réseaux sociaux, qui disent de n'importe quoi, qui demain, ça ne va vous servir à rien. Faites en sorte que vous puissiez impacter votre existence. Même là où vous êtes aujourd'hui, dans votre quartier, il faut qu'on sache que vous êtes là-bas. Il faut qu'on sache que vous êtes dans le quartier. Bien sûr, par le bien faire, par le bien dire.
et par le bien savoir. C'est très très important. Et je voulais vous dire cela en attendant de recevoir vos questions. Soyez les premiers, parce qu'il n'y a pas deux sièges. Il n'y a qu'un seul fauteuil. Soyez les premiers, parce qu'on va sélectionner les meilleurs parmi ceux qui sont bons. Là où on sélectionne les meilleurs parmi ceux qui sont bons. Quelqu'un va parler là-bas des tocards. Quelqu'un va parler là-bas des absadères. Il y a l'autre. Merci, M. Sako. Je pense que les conseils sont tombés dans de bonnes oreilles. Alors, le format c'était 1 heure. Donc, alors, si vous avez des questions, on vous écoute. M. Sako est à votre disposition. Comme un prisonnier auquel on a passé les bras, ou tu as les bras croisés, comme un superviseur de lycée, ce sont des attitudes qu'il faut éviter. Ou tu te crées le syndrome de la mayonnaise. Le syndrome de la mayonnaise, c'est quoi? Bonjour à vous, vous savez, depuis là, on est venu, c'est un signe de stress. La mayonnaise que tu trottes là, c'est pas la peine. Libère tes bras, libère tes doigts. Parce que les deux mains doivent participer à la communication. Ce sont des postures qu'il faut éviter. Et en plus de cela aussi, il faut éviter de placer des mots inappropriés. Les conjonctions de coordination doivent être choisies et être placées au moment où il faut le faire. Et surtout, il faut éviter aussi de fuir le regard des gens. Chez nous, on dit que quand mes yeux ont fait de tes yeux, que l'eau a eu peur de l'eau. Il faut regarder les gens quand ils les parlent. Ça, au moins, c'est la seule chance que tu as de les remercier du fait qu'ils se soient dépassés pour venir te voir. Ce que je dis là, je peux allumer mon téléphone, me faire comme ça, je le dis, je ne parle pas la personne, mais quand je vais vous parler, vous qui êtes là, il faut que j'accepte de vous regarder pour que vous compreniez que je suis reconnaissant de votre présence. C'est indispensable comme posture. Donc, fuir le regard, il faut l'interdire dans la communication quand tu as affaire des gens. Il y a des gens qui viennent communiquer, ils sont scotchés à leur papier. Du début jusqu'à la fin, ils sont dans le papier. Il ne peut pas lever la tête 2 fois. Ce n'est pas bon. Ou c'est le plafond, ou c'est les chaussures, ou c'est le fond de mur vide. Tout ça pourquoi? Pour fuir juste les yeux des autres. Regardez-les, ils ne vont pas te manger. Communiquez avec eux pour qu'au-delà de ce que vous vous dites, que vos emphrases fusionnent pour créer une harmonie. Voilà ma réponse. Oui? Monsieur, bonjour, je vois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer la peur quand il est devant ton auditoire? Parce qu'il y a d'autres personnes, même s'ils sont bien préparés, même s'ils ont l'habitude de passer plusieurs fois devant le public, mais ils ont toujours la peur. Je ne sais pas si c'est une manque de préparation ou d'inspiration. La peur de prendre la parole en public reste la deuxième peur naturelle de l'homme qui vient juste après celle de mourir. Dès que l'être humain naît, sa première peur, c'est de ne pas mourir. C'est pourquoi il veut pleurer. Après cette peur de mourir, c'est la peur de parler en public qui vient s'installer la deuxième condition. Donc c'est une peur qui est naturelle et innée en chacun. Mais c'est une peur qu'il faut récupérer. Pourquoi tu as peur? Parce que tu ne veux pas flancher. Donc prépare-toi. Pourquoi tu as peur? Parce que tu ne veux pas te faire ridiculiser. Prépare-toi. Pourquoi tu as peur? Parce que tu ne veux pas que les gens pensent que tu es incapable. Prépare-toi. Quand on est préparé, cette peur-là, on l'embarque en se disant, j'ai bien peur de parler aujourd'hui, mais je veux parler parce que j'ai peur. Je ne sais pas si tu vois mon chemin. Et à un stagiaire, au cours d'un théâtre qui a dit à sa patronne, il dit, madame, moi je n'ai pas peur quand je prends la parole en public. Sa patronne a dit, non, ne t'en fais pas. La peur va venir quand tu seras compétente. Si tu n'as pas peur, c'est que tu es nul. Si tu as peur, c'est parce que tu es capable. Si on obéit à tout ce qui nous fait peur,
dans la vie, peut-être même la chambre que nous occupons, on ne peut pas dormir là-bas. Parce que quand tu te couches sur ton lit, tu regardes le plafond, tu dis oh, ça va tomber sur moi tout de suite. Tu quittes là-bas. Tu vas sur le lit, tu dis ça c'est encore plus grave. Le plafond va tomber sur le lit va me trouver ici, donc c'est encore grave. Mais tu embarques ça, tu veux, c'est ma chambre, c'est ici je reste. Tout taxi qui vient te dépasser, si tu dis moi le taxi n'est pas rentré dans ça parce que lui va me faire un accident, tu vas rester au bord de la route, tu t'embarques dans un taxi. Et la plupart des temps, les choses qui nous font peur, c'est les choses qui n'arrivent jamais. Donc, quand tu veux prendre la parole en public, dès que tu commences à ressentir la peur, tu dis voilà, ça commence à monter. Ça veut dire que tu commences à prendre avec sérieux ce que tu comptes faire. Quand c'est pas sérieux, tu t'en fous, ça n'a pas peur. Mais quand tu appelles que c'est sérieux, comme c'est sérieux, tu es fait pour des choses sérieuses, tu l'affrontes. Et quand tu es en face des gens, n'aie pas peur. C'est toi qui parles. Pendant le temps qu'on t'a donné, les 5 minutes, les 10 minutes qu'on t'a donné là, la patronne là, c'est toi. C'est toi, on écoute. C'est pas toi qui les écoutes, c'est toi on écoute. C'est toi la patronne de ce moment-là. Profite et envoie ton message de la manière la plus lucide possible. Merci ma réponse. Donc, je voudrais juste compléter pour dire qu'il ne faut pas justement. Il faut apprendre de ces échecs. La peur, c'est un sentiment qui est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que tu n'aies pas peur. Donc, c'est normal d'avoir peur. Donc, c'est de l'entraînement qui va pouvoir te permettre de surmonter ces peurs-là. Et les échecs font partie de la vie. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il faut te dire que tu vas souvent échouer. Et justement, on apprend, c'est des échecs qu'on apprend. C'est surtout des échecs qu'on apprend. Comme le disait, c'est Sarkozy. Aujourd'hui, quand tu fais quelque chose que tu réussis, tu n'en tires pas grand-chose d'un point de vue expérience. Par contre, quand il y a un échec, tu te poses beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça marche? Mais quand c'est bon, tu passes à autre chose. Donc c'est normal l'échec. La peur aussi, elle est normale, mais après il faut travailler pour pouvoir comment la vaincre. D'accord? Voilà. Et au fur et à mesure, nous ici on a un Digital Center. Malheureusement, il y a un élément qui vient de sortir. On forme des gens ici sur 3 mois. Mais venez les voir au début, venez les voir à la fin, vous allez observer une transformation. Vous allez observer une transformation. Peut-être que je vais vous montrer une vidéo ici tout à l'heure des personnes qui étaient aussi timides que toi, j'imagine. Je parle de la petite sœur de Binta, OSC. Je vais partager avec vous quelques vidéos, des programmes. C'est des petites vidéos, des programmes qu'on a eu à donner ici à des personnes en communication. Et vous allez voir comment elles se sont transformées. Malheureusement, on n'a pas les vidéos du départ, mais on a les vidéos de la fin. Donc, allez-y. Il y a d'autres questions. Oui, allez-y. Durant votre transition, vous avez parlé de la phase de l'oratoire. Vous avez dit ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut faire pendant l'oration et ce qu'il faut faire à la fin. Maintenant, moi, pendant l'oratoire, qu'est-ce qu'il faut faire afin qu'on puisse t'écouter très bien? Ce que je veux comprendre. Ce qu'il faut faire avant, c'est se préparer. Là, on a commencé comme ce qu'il faut faire pendant que tu parles. C'est ça le souci. Oui. C'est la restitution de ce que tu as appris. Tu as déjà sélectionné, tu as déjà trié, tu as déjà élacisé, tu as déjà répété ton discours, tu as fait un prêt. Maintenant, quand tu es en face des gens, c'est la posture, c'est ça que je parlais. Ne mets pas les mains au dos comme quelqu'un qui est au milieu, ne croise pas les bras. Accompagne tes propos par la gestuelle, avec le regard qui accompagne. Tu places ta voix et ton corps à la hauteur de la dignité de la cause et de ton discours. Contrôle ta respiration. Les mots que tu dois dire, choisis tes mots, les mots les plus faciles pour toi que tu peux prononcer. Faire sujet, verbe, complément, point. Sujet, verbe, complément, point. Sujet, verbe, complément, point. Dans ta communication, c'est parti. Quand tu es avec des gens, il faut pouvoir les sourire quand tu communiques. Un sourire approprié. Parce que chaque sourire a son lieu. Quand tu viens prêter les condoléances, tu ne peux pas sourire comme quand tu annonces une joie. Je vais donner l'exemple là. Donc ça, ce sont des attitudes qu'il faut développer. Tu t'exerces en amont et tu viens maintenant mettre en pratique. L'équipe quand tu prends un club de football,
toute la semaine, je suis en entraînement. C'est pour un match de 90 minutes, voire 120 minutes. Mais l'entraînement est plus difficile que le match même. Parfois, les joueurs même disent que c'est pendant le match qu'ils se reposent. Tellement que c'est toujours qu'ils sont revenus. Donc, quand tu atteins le leadership, quand tu es dans la phase de communication, tu peux pouvoir mettre en place les préparations que tu as faites. Imagine, tu as déjà identifié la salle où tu dois parler. Tu as dit que tu dois parler devant 3000 personnes. Tu sais naturellement qu'il faut projeter la voix, même si tu as le micro, il faut projeter la voix. Mais d'accord? Tu as en face de tes 3000 personnes, tu ne vois pas tout le monde te voit. Qu'est-ce que tu fais? Parle en sorte que chacun puisse se sentir concerné par le contenu de ce que tu dis. Ça, c'est dans la phase institutionnelle. Maintenant, le troisième élément que j'ai dit, c'est qu'il faut faire tout le temps. C'est le troisième aspect, c'est le troisième volet de mon intervention. C'est que quand tu es premier, c'est facile. Pour se maintenir premier, il faut constamment lutter. Régulièrement lutter. Tu as appris ta leçon de 20h à 0h, tu es allé au lit. Le lendemain, ton ami te dit, moi j'ai révisé jusqu'à 2h du matin. Il faut réajuster ton agenda tout de suite. Il dit, si tu me fais 2 heures, il faut que moi je fasse, il faut que je me fasse. Si tu tiens à être premier de la classe, ou à rester premier de la classe. Mais si tu te dis, non, moi je suis premier, ça suffit largement. Dans une classe, il n'y a pas une seule composition. Hein. Tu peux être premier au premier trimestre, être l'avant-garde au deuxième trimestre. Il suffit seulement de relâcher. Tu vas voir, tout le monde te dépasse. C'est comme une voiture qui en parle. Tout le monde va venir te dépasser. Donc, il faut maintenir le leadership. Par la lecture. Celui qui veut parler en public doit lire constamment. Il faut lire tout le temps. Parce que c'est quand tu sais beaucoup que tu dis un peu. Comment tu peux le savoir? C'est que tu l'as lu quelque part. J'ai demandé si tout de suite 2 plus 2, on m'a répondu. J'ai demandé 3 plus 3, on m'a répondu. Pourquoi? Parce que non seulement vous l'avez enseigné, parce que vous l'avez vu aussi quelque part. Je demande à Racine Carré, il ne faut pas me répondre parce qu'on vous a déjà enseigné cela. Parce que vous l'avez vu quelque part. Donc ceux qui veulent vraiment se maintenir, pouvoir parler, lisez. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que je vais ajouter à ça. Enrichissez-vous culturellement. Par des contenus qui vous apportent quelque chose. Allez-y sur YouTube. Regardez les discours. Allez-y sur YouTube. Regardez les conférences. Allez-y sur YouTube. Regardez les résumés de textes. Allez-y sur YouTube. Regardez les commentaires composés. Allez-y sur les réseaux sociaux. Allez-y chercher sur les réseaux sociaux ce qui peut vous apporter quelque chose de vrai. Ce qui peut vous servir aujourd'hui. Ce qui peut vous apporter quelque chose de vrai. Parce que sur les réseaux sociaux, on a amené tout. Hein. Parce que dans la société, tout le monde est là. Vous. Donc on ne peut pas priver quelqu'un à cause de l'autre. Donc on amène pour chacun. Chacun vient chercher maintenant pour lui. Quand je m'arrête devant la porte, là, tout, je dis les élèves, tout le monde va lever la main. Je dis Binta, c'est Binta seulement qui va lever. N'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux, il y a tout. Allez-y chercher ce qui peut vous être utile. Par exemple, si il arrive qu'on a un débat philosophique, parce que la philosophie a des manières. Maintenant, ça concerne la matière. Comment puis-je donner ce que j'ai envie de donner concernant la matière si vous avez des idées que vous voulez partager? Je n'ai pas d'idée sur la matière, mais j'ai une idée sur la façon de communiquer. Ça, vers la philosophie, si vous voulez. Peu importe la science est universelle. Ce qui est valable pour la philosophie, est valable pour l'histoire, est valable pour la géographie. C'est le raisonnement. Qu'est-ce que toi-même, de façon intéressante, qu'est-ce que tu en penses? L'authenticité de ton message. Ce que toi tu en penses, c'est ce qui est important. La perfection, la forme, ça c'est autre chose. Mais toi-même, de façon authentique, qu'est-ce que toi tu en penses? Dans tout débat, aimer l'idée qui te ressent et qui te ressemble. C'est la meilleure façon de communiquer. Ce que je vous dis là, ce n'est pas l'extrait de livre, ce n'est pas l'extrait d'une vidéo, c'est l'expérience que je vous explique. Parce que j'ai été recruteur pendant près de 9 ans. J'ai vu défiler toutes sortes de figures
devant ma table. J'ai vu des gens venir avec des CV où c'est mentionné qu'ils sont docteurs dans un domaine. Je leur pose la question dans le domaine, sur le même domaine. Ils ne sont pas en mesure de répondre. Pour me satisfaire. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont appris à l'école, c'est la pratique. Mais on les a jamais enseigné à reprendre la parole en public. Donc il ne faut pas extérioriser leur connaissance scientifique. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas bons? Mais est-ce qu'ils sont bons? Voilà. Est-ce qu'ils sont bons? Voilà. Mais dans une salle opératoire, ils peuvent opérer 1000 patients. Mais quand je dis explique-moi ce qui s'est passé, ils ne peuvent pas. Parce que ça, on ne les a jamais appris ça. C'est à nous d'aller chercher l'énergie là, en nous, par nos recherches personnelles pour pouvoir atteindre ce niveau. Voilà un peu ce que je vous donne comme réponse. Une dernière question. On va passer à la question. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui avait la même parole. Oui, oui, vas-y. Monsieur Sabo, à l'école, les élèves ont tendance à se passer les informations entre nous. Il y a certains élèves, quand ils viennent pour passer une information, dès qu'il y a un peu de bruit au fond ou dans la classe, ils sont découragés, voire même ils s'attaquent à l'auditoire, ils sont énervés et ils quittent. Quelle solution pouvez-vous nous proposer pour remédier à ça? Quand tu décides de venir parler aux gens, embarque le bruit d'abord dans ta tête. Tu dis, je vais communiquer, il y aura beaucoup de bruit. Quand il y a du bruit, moi je m'en fous de ce bruit-là. Je dis ce que j'ai à dire et c'est terminé. Il faut embarquer. J'ai été une fois à la remise de diplôme au stade de Nongo ici. Le parent pour prendre la parole, il dit aux gens, taisez-vous, je veux parler. Je le regarde et je dis, mais lui c'est qui? Taisez-vous, je veux parler. Donc dans la préparation de ton discours, tu n'as pas embarqué le bruit des élèves, des étudiants. Non. Quand tu viens communiquer, passer de l'information, tes amis sont en train de faire le bruit, tape la main juste 2 fois. Silence. Enseigne ce que tu veux dire. Va jusqu'au bout. Qu'on crie pas, va jusqu'au bout. Ton objectif, c'est de passer ton message. Tu l'as passé. Cette rivière-là, je vais traverser la rivière. Peu importe qu'il y ait caïman ou qu'il y ait des arbres, traverse ta rivière. Ne te décourage pas par les bruits externes. Mets juste en tête que peut-être il y a des gens qui vont crier, mais quelqu'un aussi va écouter. Même si c'est une seule personne, ça va la personne automatiquement t'adresse. C'est tout. On donne le même sujet au tableau, 10 élèves, on traite. Est-ce que tout le monde a la même note? Non. Mais pourtant, c'est le même sujet. Mais tout le monde n'a pas la même note. Pas ta note, ta présente communication, c'est de passer ton message. Passe-le. Si le bruit te décourage, c'est que tu n'es pas prêt. Ça ne va pas te décourager. C'est ça la réponse. Merci, monsieur. Oui, Comment savoir si le public est prêt à nous entendre? Tu ne peux pas savoir si le public est prêt à t'entendre. Mais tu dois créer les conditions pour que le public t'entende. Par la qualité de ton discours, la qualité de ta préparation, ta voix, le volume, le terme vocal, la gestion qui accompagne ton message, le regard que tu donnes aux gens. C'est ce qui les contraint, c'est ce qui les amène à te regarder. Quand tu es en train de parler de cette façon-là, même quand quelqu'un essaie de parler, je dis tais-toi. Chacun va s'inviter à la discipline pour t'écouter. Mais quand toi-même tu viens mollement t'arrêter, vous savez mes amis, tu sais, mais attends, c'est qui ça encore? Non! Fournir quelque chose de consistant qui mérite d'être écouté. Le temps que vous me consacrez ici comme ça, ce temps-là, vous aurez pu faire 1000 choses. Mais vous avez préféré me consacrer ce temps. Et c'est un moment historique dans votre vie. Vous allez vous dire un jour, oui, on a eu quelqu'un qui nous a dit ça, qui nous a dit ça, qui nous a dit ça. C'est utile. Je ne vous le dis pas pour que vous puissiez le mettre de côté, c'est pour que vous puissiez le mettre en pratique. Tu ne peux pas savoir que le public veut t'écouter. Crée les conditions pour que le public t'écoute. Parce que c'est toi qui parles. Et quand toi tu parles, on doit t'écouter. Parce que c'est toi. Parce que tu es préparé en amont. Tu t'es préparé psychologiquement, mentalement à ça. Chaque fois que moi je dois prendre une communication, dans mes conférences que j'étais dans les universités ou ailleurs, ou les formations que je donne, chaque fois que je dois pouvoir passer,
Les 2 jours qui suivent, je deviens une autre personne. On me dit, mais attends, qu'est-ce que c'est le nom? Ça trouve que je suis en train de me préparer psychologiquement à celui qui va lancer le cahier sur moi, à celui qui va dire, non, tu parles trop, à celui qui va se lever, faire le bourreau, le téléphone qui va sonner. Comment est-ce que je vais réagir à tout ça? Je prépare dans ma tête tous ces phénomènes-là. Pour dire, quand le téléphone va sonner, je m'éteins pendant que le téléphone sonne. Quand quelqu'un va faire le bruit, je le laisse finir son bruit. Quand quelqu'un va m'interrompre, je lui demande s'il a un souci. Je prépare tout ça là, psychologiquement, je viens dans la salle, je commence à développer ma communication. Vous pensez qu'il y aura une surprise pour moi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans la salle, parfois ils sont assis, ils veulent que toi tu saches qu'ils connaissent quelque chose. Donc même quand tu dis le problème de ton papa, ils disent, ah mais tu sais, mais quand même, hein, le problème de ton papa, il y a une autre manière de dire, non? Tu dis, oui, monsieur, il y a une autre manière de dire. Donnez une autre manière. Mais quand tu dis, toi seulement, tu as tout gâté. Parce que c'est ce qui lui fait aller à la forme. Voilà. Oui? Monsieur, je disais, est-ce qu'on peut utiliser un proverbe pour bien le dire d'un personnage avant de lire son discours? Oui, c'est un facteur important. Mais tu prends le soin que la citation soit placée dans son contexte et que tu identifies la bonne personne qui a dit la phrase. Si moi je dis, nous préférons la liberté dans la pauvreté, à la richesse ou à l'opulence dans l'esclavage, je dis citation dit par si la Diallo ben dit par Moumadi Keïta ben dit par tel les gens vont dire Charles, n'est-ce pas? Voilà. Il faut aller avec des proverbes. Quand tu donnes le proverbe, tu dis proverbe, le noir est noir dans mon village, il est blanc ailleurs. C'est un proverbe semi-faux. Ceux qui connaissent la culture semi-faux vont comprendre ce que ça veut dire. Mais si tu dis c'est un proverbe malinqué, alors que ce n'est pas un proverbe malinqué, les gens vont dire c'est pas ça. Quand tu prends un proverbe peu, quand tu l'avances, il faut que tu dises aux gens la source. C'est très important, c'est qui crédibilise le message. N'est-ce pas? Dans ta prise de parole, tu peux dire, par exemple, mes chers amis, en 1955, dans son adresse à la nation, pendant sa période de campagne à Mamou, le candidat du parti PDG a dit que Mamou est la ville carrefour de la Guinée. Et depuis, tout le monde le répète. Les gens comprennent que Mamou, ville carrefour, c'est ce qu'il a dit. En 1955, c'est d'abord la phrase des partis. Mais dès que tu dis, et l'auteur que tu accompagnes n'est pas approprié, les gens vont le conduire. Donc je dis oui, avec le grand O, il faut commencer son discours. Tu peux commencer ton discours par des proverbes, par des citations, par l'histoire, la statistique. Tu vois, ce sont des personnalités même. Pour dire seulement que ça soit conforme à la nature et à la raison pour laquelle les gens sont assis. On vient parler de recherche scientifique. Quand il vient prendre une citation sur les Jeux Olympiques, on vient parler, par exemple, de sport. Toi, tu prends une citation sur la médecine, où tu vas parler des médecins pendant que tu en parles des sportifs. Quand ce n'est pas approprié, ça ne donne pas le résultat espéré. Oui, voilà. Monsieur, s'il vous plaît. Selon vous, quel message on peut apporter à toutes ces personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à prendre la parole devant le public, tout simplement parce qu'ils ont peur d'affronter leur peur? La peur est innée en nous. Avoir peur d'affronter sa peur, c'est d'accepter de disparaître de la société. Ceux qui ont peur de parler, s'ils pensent que la peur est bloquée, et donc à nous attendre, nous on avance. Mais s'ils veulent avancer avec nous là, ils n'ont qu'à défoncer la porte de leur peur et foncer. Ils verront que la peur ne va pas les manger. Ceux qui ont peur d'affronter leur peur doivent se préparer, doivent répéter. C'est tellement beau quand tu as ton téléphone, tu donnes à un ami, tu dis bon, lâche la vidéo. Tu dis bonjour, je m'appelle tel, je serai la future première dame de la Guinée, ou bien je serai la future présidente de la République. Quand je serai président, je vais donner, je vais créer des ONG pour accompagner les femmes. Tu dis ce que tu as dit comme ça, après on coupe la vidéo, ensemble vous regardez. Tu dis ici là, tu parles trop vite. Reprends encore, tu reprends au fur et à mesure, tu vas voir que tu es en train de t'ajuster
un jour va arriver, tu vas te retrouver quelque part, on va te donner la parole là où tu ne peux pas désister, là où tu ne peux pas te soustraire. C'est le jour-là que tu comprendras, ah, j'ai pas pu me préparer. C'est ce qu'on appelle le discours impromptu. C'est la capacité de l'homme à prendre la parole partout où il est et à toutes circonstances devant n'importe quel pays. C'est très très important. Quand moi j'entends un homme ou une femme dire, ah, je ne m'étais pas préparé à parler, c'est maintenant à m'adresser la parole. Je dis non, écoute, quitte ici. Moi je ne t'écoute plus. Il faut être préparé constamment à prendre la parole. Pour que vous partez tous les jours de votre vie. En sortant de chez vous, dites, là où je vais, c'est à moi on va donner la parole. Parce que là où moi je suis présent, c'est moi qui suis le leader. C'est moi qui suis le haut. C'est ça. Ok, la toute dernière question. Après, si vous avez d'autres questions, M. Safo pourra répondre. Oui, allez-y. Vas-y. Après Kerema Kézei, à l'école, il y a quelques-uns qui sont des amis qui ont tendance à dire que nous, dans notre famille, on n'ose pas la parole. Et d'autres disent que moi, mon père est un leader. Chaque fois, il parle, il ose parler devant la foule. Maintenant, quand il fait la convergence entre ces gens, il arrive à donner des arguments en disant que moi, mon père n'ose pas parler devant la foule. Donc, moi aussi, j'ai hérité de mon père. Comme ils disent que c'est héréditaire, est-ce que ce qu'ils disent, c'est une réalité ou bien ils ont là à fastifier ou bien à dire des mensonges qui sont à l'égard de l'art oratoire? Tu sais, à l'entendre, j'ai parlé des obstacles qu'on a. J'ai parlé de l'obstacle familial. C'est le fait qu'on dit à un enfant de ne pas parler, parce qu'il n'a pas demandé, ou le fait qu'on dit à la jeune fille de se taire. On dit la plus belle parole d'une femme, c'est son silence. Soit avec les tais-toi, va à la cuisine, quitte ici, c'est les gens qui sont là. Ça, c'est la discrimination. Mais l'époque d'un père qui ne parle pas en public, et l'époque d'un fils qui aspire à être leader, c'est très différent. Et rien n'est héréditaire. Le silence n'est pas héréditaire, c'est un choix. Être leader, ce n'est pas héréditaire, c'est un choix. Être charismatique, ce n'est pas une héritage, c'est un choix. La prise de parole en public n'est l'apanage de personne, c'est un choix. Tu te mets, tu t'exerces. Personne n'est né chauffeur, c'est des gens qui apprennent à conduire. Personne n'est né médecin, c'est des gens qui apprennent à vous opérer. Personne n'est né dentiste, c'est des gens qui apprennent à s'apprendre. Dire mon père ne parle pas en public, moi j'ai hérité ça de mon père, c'est de se conformer, à son handicap. Ça c'est tomber à terre et dire non, moi je ne me lève pas parce que je vais tomber. Si le bébé qui marche et qui tombe une fois décide de ne plus marcher parce qu'il va tomber, est-ce que le bébé va marcher? Mais entre le temps pour un bébé d'apprendre à marcher, il tombe comme un éléphant. On ne peut pas continuer. Mais chaque fois quand il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il finit par marcher. Voilà ce qu'on fait. La vie c'est comme ça. Quand j'ai pris la voiture pour la première fois pour conduire, de Kipé à Kawia, ma voiture c'était sur la première vitesse. Parce qu'il savait comment vous faire entrer dans la première vitesse, mais au-delà de la première vitesse, comment je vais faire? Je ne sais pas. Donc, les gens criaient derrière moi, il y a le fil, les gens sont en train d'insulter à gauche. Moi-même, je vais changer de vitesse, mais comment je ne sais pas. Ça arrive au marché de Taouya que j'ai collé un peu, les gens sont passés, chacun est en train d'insulter. Après, un taximan qui est venu crier, je dis maintenant, comment je change ça? Et puis, mais attends, toi, tu es en train d'apprendre, je dis, ça je vois quand même. Il dit, deuxième vitesse là, tu ramènes à côté de toi. Je lui dis, d'accord, je vais m'assurer. Il dit, tu ramènes de l'autre côté. Je lui dis, attends, tu as dit devant première vitesse. Il dit, mais attends, toi, tu es malade ou quoi? Je dis, pendant qu'il a de crier sur moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux apprendre. L'objectif, c'est d'apprendre. Il m'a montré la première vitesse, il m'a montré la deuxième vitesse, il m'a montré le massacre. Mon problème est résolu. J'ai fait le massacre, j'ai tourné, j'ai repris la route encore équipée. Première vitesse, deuxième vitesse, moi maintenant c'est bon. Parce que je connaissais déjà le frein. Tu connais le frein de ton véhicule, tu vois la première vitesse, tu connais la deuxième vitesse. Si tu n'as pas de ton souci maintenant pour faire la rallye, pourquoi tu vas à la troisième vitesse? Ça suffit là pour te voir de là où tu veux. Ok? Mais aujourd'hui, je vais prendre ma voiture équipée à sécurité. Je rentre dans ma voiture, je mets ma ceinture, je mets ma musique, d'équiper à sécurité.
pour mes missions, pour mes déplacements. Seul. Ou parfois accompagner quelqu'un avec qui causer. Il faut se mettre dans les choses. Laissez vous travailler, soyez sérieux. Ça va finir par payer. Merci.